Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des pellicules minces. Pour introduire cette section, voici un papillon qu'on appelle le morpho bleu. Comme vous voyez, il y a une couleur bleue très particulière et notamment lorsque vous voyez le papillon battre des ailes, vous allez voir que le bleu va un peu changer de couleur. C'est une couleur luisante très spéciale. Et la question que je pose, c'est qu'est-ce que l'aile du morpho bleu a de particulier pour créer cet effet visuel si impressionnant? Alors, premièrement, on va parler de couches minces. On pourrait aussi parler ou si vous voulez, on parle de pellicules minces, on pourrait aussi parler de couches minces. Les deux veulent dire la même chose. D'abord, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit mince? On parle d'une pellicule mince si la pellicule a une épaisseur du même ordre de grandeur que la longueur d'onde qui arrive sur la pellicule. Donc, pour la lumière visible, c'est de l'ordre des centaines de nanomètres. Maintenant, imaginons un rayon incident qui arrive sur la pellicule mince comme représenté ici. Fait que le premier milieu en haut, on va l'appeler le milieu 1. Ça pourrait être de l'air, par exemple. Ensuite, on a la pellicule elle-même en bleu. Et le milieu en bas en gris, on va l'appeler le milieu 2. Ici, vous avez le rayon incident. Qu'est-ce qui va arriver quand le rayon incident va frapper la pellicule? Il y a toujours deux phénomènes qui se produisent quand un rayon arrive sur une interface en deux milieux différents. Premièrement, il y a un rayon qui va être réfléchi. On va l'appeler, disons, le rayon numéro 1. Et il va y avoir un rayon qui va être transmis ou réfracté à l'intérieur de la pellicule. Évidemment, lui, il va changer d'angle, puisque c'est un indice de réfraction différent. Lorsqu'on va arriver au milieu 2, il y a un rayon qui va sortir ici. Encore une fois, une partie est réfractée et une partie est réfléchie. Il va revenir vers le haut comme ceci. Même chose, quand il va arriver ici, une partie est réfléchie, une partie est transmise. Et ça continue comme ça. Fait qu'on va avoir les rayons 1, 2 et 3 qui reviennent vers le haut. Maintenant, supposons qu'on a un observateur qui se trouve en haut. Lui, il va voir justement les rayons 1, 2 et 3. Donc, si ces rayons-là arrivent en interférence constructive, il va voir une lumière qui est plus intense. L'intensité de la lumière sera maximale si les deux rayons réfléchis sont en interférence constructive. A l'inverse, si les rayons 1 et 2 arrivent en antiphase, la lumière perçue par l'œil va être très faible ou voire nulle, et donc on a affaire à une situation d'interférence destructive. Donc dans la situation du haut, on avait trois rayons qui partaient vers le haut, mais comme vous comprenez, on aurait pu en continuer comme ça puis en faire quasiment à l'infini des rayons. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Ça sert à rien vraiment d'en tracer une foule de rayons qui repartent vers le haut parce que, premièrement, ils sont de moins en moins intenses. Puis deuxièmement, ils sont redondants. Dans le sens que si les rayons 1 et 2 donnent lieu à l'interférence constructive, tous les autres, c'est-à-dire le numéro 3, 4, 5, vont aussi être en interférence constructive. Donc ça sert vraiment à rien d'aller parler des rayons 3, 4, 5. On peut juste se limiter aux rayons 1 et 2, donc ceux-ci. Si ceux-ci sont en interférence constructive, tous les rayons qui sortent vers le haut vont être en interférence constructive de toute manière. Et s'ils sont en interférence destructive, tous les rayons qui sortiraient vers le haut seraient en interférence destructive aussi. Question quiz. Supposons que les ondes 1 et 2 ont l'allure que j'ai représentée en rouge ici. Pourriez-vous me dire si l'œil va voir une lumière intense ou une absence de lumière? Prenez quelques instants pour y réfléchir. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que les ondes sont parfaitement en phase. Ils arrivent à l'œil en phase, c'est-à-dire au même point de leur cycle. Donc, c'est des ondes en phase et donc vont donner lieu à de l'interférence constructive. Et donc, dans cette situation-là, la personne verrait un reflet très fort, c'est-à-dire une lumière réfléchie très intense. Considérez maintenant la situation suivante. Regardez l'onde numéro 1, l'onde numéro 2. Sauriez-vous me dire dans ce cas-ci, est-ce que là, il va percevoir beaucoup de lumière ou aucune lumière? Alors, ce qu'on voit ici, c'est que les ondes sont en antiphase. Donc, si vous regardez, au moment où l'onde arrive sur l'œil ici, est en train de monter, si vous voulez. C'est comme si elle commence son sinus, alors que l'onde numéro 2 est en train de descendre, si vous voulez, dans son cycle. Donc, il est comme rendu à la moitié de son cycle. Donc, ils sont décalés d'un demi-cycle. Et donc, ils sont en antiphase. Donc, ici, on aurait affaire à de l'interférence destructive, c'est-à-dire que les ondes se détruisent mutuellement dans l'œil de l'observateur et donc, il ne verrait aucune lumière. Comprenez bien que deux ondes ne sont pas nécessairement en interférence constructive ou destructive. Ces deux cas-là sont comme les deux cas extrêmes, ces deux cas particuliers. Mais si vous avez n'importe quel autre déphasage que 0 ou
pi, c'est-à-dire aucun déphasage, ce qui donne l'interférence constructive, ou un déphasage de pi qui donne l'interférence destructive. Si vous avez n'importe quel autre déphasage que ça va donner lieu ni à l'interférence constructive, ni à l'interférence destructive. Donc, par exemple, la situation que j'ai représentée en vert ici, ici, nous avons ni de l'interférence constructive, ni de l'interférence destructive. Ils ne sont pas en antiphase et ils ne sont pas en phase non plus. Donc, dans ce cas-ci, la lumière réfléchie ne va pas être particulièrement brillante, mais elle ne va pas non plus être nulle. Ça va être un cas intermédiaire. Maintenant, comment savoir si dans une situation donnée, on va se ramasser en cas d'interférence constructive ou destructive ou aucun des deux? Sachant que les ondes 1 et 2, ultimement, ils proviennent de la même onde, c'est-à-dire du rayon incident ici. Donc, au départ, les deux ondes 1 et 2, quand ils arrivent sur le rayon incident, ils sont en phase. Il y a deux phénomènes qui font en sorte que les ondes 1 et 2 peuvent arriver ensuite en antiphase ou en phase. Le premier phénomène, c'est qu'il y a des réflexions. Donc, il y a une réflexion qui se produit ici. Le rayon directement va se réfléchir sur la pellicule et le rayon 2 va aussi subir une réflexion, mais ici, c'est-à-dire en bas de la pellicule, si vous voulez. Donc, chacun des deux rayons, 1 et 2, vont subir une réflexion, mais à des endroits différents. Donc, avec une paire de milieux différents. Alors, ça ici, ça va jouer sur leur déphasage. Et la deuxième chose qui va jouer sur le déphasage, c'est le fait que le rayon 2 doit parcourir une distance supplémentaire par rapport au rayon 1. Donc, il y a une différence de marche pour le rayon 2 par rapport au rayon 1. Alors, on va examiner chacun de ces deux facteurs-là en détail. Commençons d'abord par les réflexions. Pour comprendre le déphasage dû aux réflexions, il faut d'abord se rappeler la notion de réflexion dure et réflexion molle. Donc, on l'avait vu ça par rapport aux cordes, c'est-à-dire aux ondes sur une corde. Si vous envoyez une onde sur une corde, comme c'est représenté ici, et que la corde est fixée à un mur, il va se produire une réflexion dure. Ce qui veut dire que la réflexion, l'onde réfléchie, vous voyez, elle va être inversée par rapport à son sens initial. Au départ, l'onde était vers le haut, après, elle revient vers le bas. On peut démontrer ça facilement en envoyant une onde sur un ressort, par exemple. Quelqu'un tient l'autre extrémité du ressort, on veut le voir, l'onde va être inversée. C'est ce qu'on appelle une réflexion dure. À l'inverse, maintenant, si l'extrémité droite de la corde est on imagine qu'elle est montée sur un anneau qui lui-même peut glisser librement sur une tige verticale, comme c'est représenté ici. Alors à ce moment-là, c'est l'inverse qui va se produire. L'onde, quand elle va être réfléchie, elle va repartir du même sens de son sens initial. Donc ici, elle était vers le haut, elle repart aussi vers le haut. Elle n'a pas été inversée. C'est ce qu'on appelle une réflexion molle. Maintenant, une autre façon de faire des réflexions molles et dures, c'est d'avoir simplement deux cordes de masse linéique différentes. Donc évidemment, ici, on a une corde lourde et ici, une corde légère. On le voit bien sur le schéma. À gauche, la lourde. À droite, une corde légère. Mais les deux sont fixés ensemble. Au départ, on envoie l'impulsion incidente via la corde lourde. Et lorsque on va arriver à la jonction entre les deux cordes, il va se produire une réflexion. Et dans ce cas-ci, ça va être une réflexion molle. Parce qu'on passe d'une corde lourde vers une corde légère. Donc ceci, ce que vous voyez ici, c'est analogue à ceci. À l'inverse, si votre onde incidente est sur la corde légère et que vous l'envoyez vers la corde lourde, il va se produire une réflexion dure à la jonction entre les deux cordes. Donc, vous voyez, l'onde réfléchie va être inversée par rapport à l'onde incidente. Donc, ce cas-ci, est analogue à ceci. Et en fait, on pourrait dire que le mur, c'est comme un objet qui est totalement inerte. Donc en fait, le mur est comme un espèce de cas extrême de corde lourde, mais de corde qui est comme infiniment lourde. C'est comme ça qu'il faudrait le voir, qu'on pourrait le voir. Donc si vous imaginez une corde qui est infiniment lourde, elle devient extrêmement inerte et ça devient essentiellement comme un mur. Si vous regardez maintenant l'onde qui est transmise, remarquez que l'onde transmise est dans le même sens que l'onde incidente, dans ce cas-ci, et dans l'autre cas aussi. Remarquez que l'onde transmise est toujours dans le même sens que l'onde incidente. Que ce soit qu'il y ait une réflexion molle ou dure, ça n'a aucune importance. L'onde transmise n'est jamais inversée. Donc, ce qu'il faut retenir ici, quand vous passez
d'une masse élevée, l'onde arrive d'une masse élevée vers une masse plus faible, ça donne lieu à une réflexion molle. Alors que si l'onde arrive sur une masse faible, puis elle arrive sur un milieu de masse plus élevé, ça va donner une réflexion dure, un peu comme si elle arrive sur un mur. Pourquoi je parle de ça maintenant? C'est parce qu'il se produit en fait la même chose avec des ondes de lumière. La notion de réflexion molle et dure n'est pas exclusivement pour les cordes. C'est juste qu'avec les cordes, c'est très facile à tester, à expérimenter et à visualiser. Mais le même concept existe pour la lumière. Donc je reviens à la question. Comment évaluer le déphasage entre les rayons 1 et 2? Il y a deux sources de déphasage entre les rayons 1 et 2, comme on l'a dit. Il y a la réflexion d'abord due aux réflexions et le déphasage dû à la différence de marge. Donc, pour la réflexion, si les deux réflexions sont molles ou les deux réflexions sont dures, autrement dit, si les deux réflexions sont de même type, à ce moment-là, le déphasage delta phi r qui est dû aux réflexions va être nul. Tandis que si une réflexion est molle, et l'autre est dure, c'est-à-dire que les deux réflexions sont de types différents, à ce moment-là, on va avoir un déphasage dû aux réflexions qui va être de pi rad ou un demi-cycle. Alors pour la lumière, comment on fait pour savoir si se produit une réflexion molle ou dure? C'est simple, vous faites juste regarder les indices de réfraction. C'est juste qu'à la place de regarder la masse linéique des cordes mu, vous allez regarder les indices de réfraction n, mais c'est la même chose. Donc, quand vous frappez un indice de réfraction plus élevé, c'est comme quand vous frappez une masse linéique plus élevée, donc ça va produire une réflexion dure. Alors que quand vous frappez un indice de réfraction plus faible, c'est comme frapper une corde avec un indice de réfraction plus faible, une corde avec une masse linéique plus faible, c'est-à-dire vous allez avoir une réflexion molle. Imaginons par exemple que l'indice 1 en haut a le milieu 1 a un indice de 1, c'est l'air. La pellicule, supposons que c'est un indice de 1.5, puis supposons que le milieu en bas a aussi un indice de 1, donc ça serait de l'air aussi. Donc par exemple ici, on aurait donc une réflexion de quel type? Réflexion dure, parce qu'on va vers un milieu d'indice plus élevé. Donc ici, on aurait une réflexion dure. Et ici, on frappe un indice plus faible. Au départ, on est dans un indice de 1.5, puis on frappe un indice de 1. Donc on frappe un indice plus faible. Ça donne lieu à une réflexion molle. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez, on a une réflexion dure et une réflexion molle. Ce qui va se produire, donc, c'est que le rayon 1 va être décalé, va être inversé dû à cette réflexion-là. Quand on dit que l'onde est inversée, ça revient au même de dire qu'elle est décalée d'un demi-cycle. Donc, l'onde 1 va être décalée d'un demi-cycle dû à sa réflexion, ici, tandis que l'onde 2 ne va pas être décalée à sa réflexion puisqu'elle subit une réflexion molle. Encore une fois, rappelez-vous, réflexion molle veut dire l'onde incidente n'est pas décalée, elle repart droite. Donc, le fait que l'onde 1 subit un décalage d'un demi-cycle, alors que l'onde 2 ne subit pas un décalage de demi-cycle dû à ses réflexions, ça veut donc dire que les réflexions ont introduit un décalage d'un demi-cycle entre les deux ondes. Et c'est pour ça qu'on dirait que dans ce cas-ci, on aurait donc un décalage de pi rad dû aux réflexions, c'est-à-dire un demi-cycle entre les deux ondes. Pour donner une analogie, on pourrait par exemple imaginer que vous et votre ami, vous avez un rythme de vie normal, c'est-à-dire vous vivez le jour, vous dormez la nuit. Maintenant, imaginez que votre ami, donc au départ vous êtes en phase, mais ensuite votre ami commence à travailler sur un chiffre de nuit. Et donc, il va commencer à vivre la nuit et dormir le jour. Donc c'est un peu comme le rayon qui subit la réflexion dure ici. Il va être décalé d'un demi-cycle, alors que vous, supposément, vous gardez le rythme de vie normal. Donc, vous continuez à vivre le jour et dormir la nuit. Ce qui fait en sorte qu'à ce moment-là, vous allez donc être décalé d'un demi-cycle avec votre ami. Évidemment, l'analogie aurait été la même si c'est vous qui êtes allé sur un chiffre de nuit et que votre ami aurait continué sur un rythme normal. Vous seriez quand même abouti à un demi-cycle de décalage, donc vous n'auriez jamais pu vous voir, essentiellement. Donc ça, c'est la situation, c'est cette situation-ci, interférence destructive. Maintenant, considérez la situation suivante. Supposons que maintenant les indices, c'est 1, 1.3 pour la pellicule, puis 1.5 pour le milieu du bas. Donc, la première réflexion ici, on frappe un indice plus élevé, donc réflexion dure. Et pour la deuxième ici, on passe de 1.3, on frappe un milieu d'indice 1.5. Encore une fois, on frappe un milieu d'indice plus élevé, donc réflexion dure aussi.
Donc dans ce cas-ci, les ondes 1 et 2 sont tous les deux décalées d'un demi-cycle dû à leur réflexion. C'est donc dire qu'ils ne vont pas être décalés l'une par rapport à l'autre dû aux réflexions, puisqu'ils ont tous les deux subi le même décalage. Encore une fois, pour reprendre mon analogie, supposons maintenant que vous commencez à travailler sur le chiffre de nuit et que votre ami aussi commence à travailler sur le chiffre de nuit. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous êtes encore en phase. Donc vous allez pouvoir vous voir encore normalement parce que vous êtes tous les deux décalés d'un demi-cycle ensemble. Ben ça, c'est l'équivalent de cette situation-là. Donc si les deux réflexions sont dures, les deux rayons ont été décalés d'un demi-cycle, donc au final, ils n'ont pas été décalés l'un par rapport à l'autre. Si à l'inverse, on avait deux réflexions molles, alors là, ce serait une situation où est-ce qu'aucun des deux n'a été décalé dû à ces réflexions. Donc évidemment, il n'y aura aussi aucun décalage dû aux réflexions dans ce cas-là. Donc ça serait, dans l'analogie, ça serait la situation où est-ce que vous continuez à travailler de jour, dormir la nuit, votre ami continue aussi à travailler le jour, dormir la nuit. Donc vous n'êtes aucunement décalé suite à ce changement-là. Rappelez-vous aussi que les rayons transmis ne sont jamais décalés, de la même manière que ici, les ondes transmises, celles qui passent dans le deuxième milieu, ne sont jamais déphasées par rapport à l'onde initiale. Elles sont toujours droites, elles sont toujours dans le même sens que l'onde incidente. C'est la même chose pour la lumière. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas à considérer le fait que, ah oui, mais quand l'onde ici, elle revient dans l'air, mettons, dans le milieu du haut, est-ce qu'elle pourrait être décalée à ce moment-là? Non. Non. Donc quand l'onde est transmise puis qu'elle continue, ou encore quand l'onde passe de ici puis elle arrive ici, est-ce qu'elle est décalée? Non. Le fait qu'elle traverse dans le deuxième milieu, elle ne peut jamais être décalée dû à ça. Elle peut seulement être décalée dû à ses réflexions. Parlons maintenant de la deuxième source de déphasage entre les deux ondes, c'est le déphasage qui est dû au parcours supplémentaire que l'onde 2 doit parcourir dans la pellicule. En passant, pour que ce soit plus concret pour vous, quand on parle d'une pellicule mince, on peut par exemple parler d'une pellicule de savon. D'ailleurs, on va faire un exemple dans un instant avec justement une pellicule de savon. Donc une pellicule très très mince, mais quand même transparente, c'est-à-dire qui laisse passer la lumière.